Ce 26 août 2025, j'ouvre le premier salon vocal professionnalisé de l'année et qui sert aussi de rentrée pour tout le monde. Alors, plusieurs thématiques seront abordées ce soir. La première concerne la question de l'État européen suite à un discours qu'on prête à Mario Draghi, qui était l'ancien patron de la Banque centrale européenne. On voit son nom sur les billets en euros parfois. Et il y a quelques jours, je tombais sur des informations des souverainistes très énervés contre un discours dans lequel il aurait parlé d'État européen. C'est une thématique qui rappelle le discours du Parti des Européens, et même des États-Unis d'Europe. Je me dis très bien. Et donc, je vais parler de ce sujet en me disant, voilà, est-ce qu'il faut en prendre acte? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis allé chercher le discours complet tenu à Rimini par Mario Draghi le 22 août 2025. Et là, j'ai cherché État européen, pas trouvé. J'ai cherché États-Unis d'Europe, pas trouvé non plus. C'est bizarre quand même tout cela. En fait, ça dépend. Donc, effectivement, il a parlé d'État européen dans un discours de novembre 2023, sans aucun rapport avec l'actualité. Et on tombe sur, quand on cherche États-Unis d'Europe et Draghi, un article de 2012 en disant pas d'États-Unis d'Europe. Donc, on ne sait plus quoi en penser. Et on supposera donc que tout cela a été manipulé par les souverainistes qui racontent n'importe quoi. Oui, Draghi a tenu un discours qui a été applaudi, mais on est très loin d'un État européen. Et je vais vous donner quelques exemples, puisque je l'ai imprimé, donc dans l'expression française de ce texte. Mario Draghi, comment changer la trajectoire de notre continent? Oui, qu'on a une terminologie technocratique. Donc, il explique que toute illusion sur la force géopolitique de l'Europe s'était évanouie cette année. Alors, il explique ainsi que les sites nucléaires iraniens étaient bombardés, que le massacre de Gaza va s'intensifier, donc vous voyez qu'il est sur une position là aussi ambiguë sur Israël, et que l'Union est restée spectatrice, comme s'il fallait intervenir sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas le but évidemment de l'Europe d'intervenir là-dessus. Il indique que le scepticisme à l'égard de l'Europe, c'est en fait de l'Union européenne, est extrêmement important. Il dit qu'il atteint de nouveaux sommets, mais il croit que c'est lié à cela, comme si en fait la critique de l'Union européenne portait sur la position de l'Union européenne à Gaza ou ailleurs. Donc c'est évidemment pas tout ça. Et évidemment, il dit qu'il faut que l'Union défende ses valeurs. Il ne parle jamais d'identité, il ne parle jamais d'immigration, à aucun moment, bien entendu. On est sur du chauvino-mondialisme à l'italienne, ou du mondialisme tout court, en réalité, c'est-à-dire, évidemment, des valeurs universelles, donc négatives par définition, et anti-européennes par nature. Il a dit que les États-nations avaient complètement échoué au XXe siècle, ce qui est vrai, qu'il va falloir mettre en place une défense collective de la démocratie et de la paix. Tout cela est bien tiède. Démocratie et paix, c'est pas ça qui va sauver l'Europe. Ce monde est révolu, dit-il. Il a raison, mais il n'a pas compris ce qu'il fallait mettre à la place. Et le problème est là. C'est que c'est bien beau de dire, ouais, ce monde a disparu, mais si tu restes avec les mêmes valeurs que ce monde qui a disparu, ben, tu ne pourras pas te sauver. Nous, Européens, devons parvenir à un consensus. Bon, bah, autant dire que ça n'arrivera pas. Détruire l'intégration européenne pour revenir à la souveraineté nationale ne ferait que nous exposer davantage à la volonté des grandes puissances. C'est vrai, sauf que l'intégration européenne n'a jamais touché à la souveraineté nationale. Donc il donne raison aux souverainistes en prétendant que l'Union européenne a un contrôle régalien, ce qui n'est pas vrai. Non, la souveraineté nationale est toujours intégrale et l'intégration européenne est très, très, très peu engagée. Donc, il faut que l'Europe redevienne un acteur principal. Mais qui peut l'incarner? Là aussi, l'incarnation est totalement absente de son discours. Mais j'ai mis en rouge ou en rose avec un stabilo des passages intéressants, je ne vais pas tout vous lire. Alors, la terminologie dialectique, pour défendre l'Europe contre le scepticisme croissant, nous ne devons pas chercher à extrapoler les acquis du passé dans le futur qui nous attend. Pour autant dire, ça ne veut rien dire du tout en français. L'Union européenne devra progresser vers de nouvelles formes d'intégration. Bon, c'est fade. Implicitement, ça pourrait être un État européen, mais ce n'est pas dit. Voilà, de nouvelles formes d'intégration, c'est-à-dire augmenter ce qui est mis en commun. Et il veut une dette commune, notamment il faut que la dette soit mise en commun, ce qui n'a pas de sens quand on voit l'État français s'endetter massivement. Pourquoi les Allemands, les Italiens ou les Espagnols voudraient rembourser la dette des Français? Donc, seules des formes de dette commune peuvent soutenir des projets européens de grande envergure. Donc, de toute façon, ça ne serait pas une dette unifiée. C'est-à-dire qu'une dette commune, c'est on met en commun un peu pourri sur des politiques données. Et on s'endette collectivement dessus. Mais ça veut dire que la France garde son déficit, etc. En fait, là encore, c'est toujours une raison. Une dette commune, ce n'est pas une dette unique. Si on a un État européen, alors il y a une seule dette. Vous voyez, là, il parle de dette commune. Il faut aspirer au changement de l'Europe face aux superpuissances comme les États-Unis et la Chine. D'accord, mais ça ne dit pas comment faire.
Nous pouvons changer la trajectoire de notre continent. On peut tout faire. On peut aussi porter de la tenue de Superman dans la rue. Ça n'a aucun intérêt. Alors, il explique que la présence des chefs d'État et de gouvernement a montré une manifestation d'unité face à Donald Trump. Ça montre surtout la division, en réalité. Quand vous êtes 15 à représenter un même pays et face à un seul bonhomme, c'est que vous êtes divisé. Face à Trump, il faut un seul bonhomme en face, comme Poutine. Il n'y a pas de chef d'État européen. Voilà. La démocratie, les Européens qui décident de ses priorités, c'est évidemment jamais le cas. Donc en fait, c'est totalement vide. Vous regardez le discours de Draghi, vous n'en retenez rien. Oui, il a dit ailleurs que l'UE doit devenir l'État en novembre 2023, mais ça s'arrête là. Donc vous voyez que le discours n'apporte rien. C'est très très long, c'est 8 pages imprimées, et c'est vide. État européen, pas une seconde. Oui, il faut faire avancer un peu d'intégration, c'est-à-dire un système qui n'avance pas depuis 20 ans, depuis 50 ans. Donc la réalité, elle est là. Il n'y a pas, chez Draghi, d'intention de bâtir l'État européen. De toute façon, le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas. Alors c'est quoi un État européen? Le LPE évoque souvent cette thématique, moi en l'occurrence, et j'explique pourquoi c'est nécessaire. Alors on m'oppose par exemple un argument idiot qui est une sorte de darwinisme des nations. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe serait forte parce qu'il y a une concurrence entre nations. Mais où sont-ils allés pêcher qu'il y avait une concurrence entre nations? Les grands projets industriels sont des projets personnels, ce sont des capitaines d'industrie, ce sont des personnalités hors du commun, pas des nations, pas des États. Le cinéma des frères Lumière, c'est pas parce que l'État français est derrière. C'est pas parce qu'il y aurait eu l'État allemand en face. Les frères Lumière sont des créateurs. Et d'autres avec eux. Les capitaines d'industrie ne raisonnent pas en nation. Les capitaines d'industrie raisonnent en projet. Donc, ça n'existe pas, la concurrence des nations. La concurrence des nations, c'est 14-18 et 39-45, c'est-à-dire par 2 fois la ruine du continent. C'est ça, l'Europe des nations. Parce qu'on parle d'Europe des nations, on ne dit pas ce que ça veut dire. En réalité, Europe des nations veut dire Europe des États, des États-nations. L'Europe des États, c'est l'Union européenne actuelle. Pourquoi demander à ce que l'Union européenne devienne ce qu'elle est déjà? Le problème, c'est l'intégration réelle, c'est-à-dire la mise en place de politiques européennes intégrées au sens fort, c'est-à-dire uniques. Moi, je ne veux pas des États-Unis d'Europe. D'abord parce que nous n'avons pas vocation à imiter les Américains. La deuxième raison, c'est que nous ne voulons pas hériter des trahisons des États, en matière de nationalité, par exemple. Je ne veux pas que la Pologne se retrouve à conseiller comme concitoyen européen tout ce que l'Empire colonial a envoyé vers la France, même après la colonisation, surtout après la décolonisation. Non, nous n'avons pas à imposer à la Pologne, à la Hongrie, à la Tchéquie, à des pays qui ont maîtrisé leur immigration, qui ont défendu leur identité, de cohabiter avec des millions de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Donc, si on veut une Europe unie, il y a 2 choses qui l'entravent, notamment vis-à-vis de l'Europe centrale et orientale, c'est le mariage pour tous et c'est l'immigration non européenne. Si on veut une Europe unie, il faut combattre ces 2 phénomènes. Alors, évidemment, ils ne sont pas comparables, mais il faut revenir à un cadre plus normal et plus normé des choses. Il y a des minorités en Europe de différents types, ça existera. Il y a des minorités qui sont en Europe depuis 700 et même 2000 ans, mais ce n'est pas le problème de la minorité. Le problème, c'est d'élever comme norme ce qui relève de la marge. Et donc, de mettre la marge comme norme. C'est ça le vrai problème. L'État européen unitaire ne doit pas seulement se substituer aux États, il doit annuler les trahisons des États. Il doit revenir en arrière des fautes qui ont été commises par les gouvernements. L'État européen, ce n'est pas juste on prend la situation actuelle et on la passe à l'échelle européenne. Ce n'est pas du tout ça. C'est on passe à l'échelle européenne et en faisant le ménage des dégâts des États. Pourquoi un État européen unitaire? Parce que nous ne voulons pas être les héritiers des anciens États qui ont trahi. Une logique d'États-Unis d'Europe, c'est on garde les États actuels et on s'unit. Non, il ne faut pas garder les États actuels. Il ne faut pas garder les nationalités actuelles. Il ne faut pas garder le cadre juridique actuel, les constitutions, ça. Il faut mettre tout ça au panier. Sur les vieux Macintosh, on disait trash can, la corbeille. Oui, poubelle, tout simplement. Les États doivent être mis à la poubelle pour sauver les identités nationales, les identités régionales, les patries charnelles. Car le problème est toujours la même chose, notamment en France, confusion entre État et nation. La nation, c'est une identité ethnique, c'est l'unité de ceux de même souche, j'y reviendrai tout à l'heure, et ce n'est pas autre chose. Et l'Europe est une nation parce que l'Europe doit unir les Européens qui sont de même souche. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi de faire l'Europe s'il n'y a pas d'Européens? Si on veut faire l'Europe, on considère qu'il n'y a pas d'Européens, on peut faire l'Europe avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Afrique, avec l'Inde, avec tout le monde entier. Il faut faire un État mondial.
Si on estime qu'il y a une Europe à bâtir, c'est parce que c'est pas seulement une question de continent, très douteux d'ailleurs au niveau géographique, c'est parce qu'il y a une ethnicité commune. Le projet européen, dès le départ, y compris celui des pères fondateurs des années 50, n'a jamais nié le caractère européen de l'Europe, à aucun moment. Ça n'a aucun sens de vouloir faire une Europe politique si cette Europe ne serait plus européenne. Vous voyez, si c'est juste une prolongation de l'Afrique par un débordement démographique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, Mario Draghi, comme Macron et les autres, il n'y a pas une avancée politique réelle. Il y a un jargon technocratique. Il y a l'idée il faut une Europe politique parce qu'il y a les États-Unis, parce qu'il y a la Chine. D'accord, il faut. Mais on ne dit pas comment. Et ça n'est qu'un vœu pieux. C'est une déclaration d'intention. Et surtout, pourquoi faire l'Europe? Pour sauver la paix, la démocratie et nos valeurs. Bon, ben, si c'est ça, c'est pas la peine de faire l'Europe. Si on doit faire l'Europe, c'est pour sauver la civilisation européenne authentique et son peuplement légitime porteur natif. Donc c'est très important d'avoir ça. Macron et les autres sont des mondialistes, ce ne sont pas des européistes. Et leur laisser le terme d'européisme, comme le font les gens les souverainistes, c'est une faute. Lorsque Villiers dit Macron est européiste et mondialiste, non. Ou bien il est européiste, ou bien il est mondialiste. Mais il ne peut pas être les deux. La réalité, c'est que Macron est mondialiste. Et d'une certaine manière, Marine Le Pen est mondialiste. Et lorsque Villiers a fait construire des écoles au Bénin avec l'argent du Conseil général de Vendée, c'est un mondialiste. Il a détourné l'argent public de ses concitoyens pour des causes à la con qui ne plaisent qu'à des cathos à la con. Et toujours la même chose, l'Afrique d'abord. Comme si, en fait, en développant l'Afrique, on empêchait l'immigration. Alors que c'est le contraire. Plus vous donnez de l'argent aux pays africains, plus ils vous envoient de migrants. Mais évidemment, parce que les migrants, il faut qu'ils payent les passeurs. Voilà. Donc si vous leur donnez de l'argent, il faut payer le passeur. Si vous ne leur en donnez pas, ils ne paieront pas le passeur. Voilà ce que je vais vous dire, les amis. C'est important d'avoir ça en tête. Mario Draghi n'est pas plus européiste que Macron, qui n'est pas plus européiste que Marine Le Pen. Ces gens n'ont rien compris aux vrais enjeux. Donc dire il faut une Europe politique, c'est très bien, mais c'est théorique. Il faut expliquer pourquoi on en a besoin et comment on peut l'obtenir. Et là, personne n'est au rendez-vous, évidemment. Alors, autre sujet politique française maintenant. C'est un sujet important parce que c'est l'actualité les plus récentes. On a tous entendu parler d'une grosse manifestation envisagée le 10 septembre, avec une grève générale, le blocage du pays. Bon, tout ça, c'est une déclaration d'intention, là encore, mais il semblerait bien que beaucoup de gens étaient déterminés à faire pression sur le gouvernement par la rue. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Notamment cette mesure de Bayrou pour supprimer 2 jours fériés, à savoir le 15 août et le 8 mai, une fête chrétienne et puis une fête pseudo-républicaine, que Giscard d'ailleurs avait envisagé de supprimer. Et tout ça pour faire des économies, donc trouver les 40 milliards d'euros par an que la France devrait économiser. On ne touche pas au DOM-TOM, on ne touche pas à l'AME, à la CMU, on ne touche pas aux aides sociales, à l'immigration, aux allocations familiales, quoi que ce soit. Non, non, on fait payer aux travailleurs encore le prix des gabegies de l'État français, qui ne fait aucun effort pour se réformer. Alors 87% des Français, ou 84% selon les sondages, sont contre cette réforme, qui est pour le socle macronien de gens complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire essentiellement les retraités, qui n'en ont rien à faire puisqu'ils ne travaillent plus, les cassos, ceux qui vivent des subventions et des aides RSA compagnie, qui ne seront pas impactés. Voilà, le socle de parasites qui vivent au crochet des gens qui travaillent en France. Alors, je ne dis pas que les retraités n'ont pas mérité leur retraite. Beaucoup de gens ont travaillé de leur vie, c'est normal qu'ils aient une retraite, mais ils devraient quand même être solidaires des gens qui continuent de travailler, parce que c'est eux qui payent la retraite. Donc, quand on te paye, eh bien, tu respectes. Donc, évidemment, mobilisation qui a fait peur au gouvernement, puisque Macron avait déjà envisagé un conseil spécifique pour préparer l'événement. Donc, il y a une grosse peur comme du pouvoir d'avoir des gilets jaunes puissance 1000. Et ça s'est traduit par quelque chose d'assez surprenant. Bayrou a annoncé que le 8 septembre, il allait demander un vote de confiance pour le gouvernement. Alors, ce n'est pas une motion de censure comme classiquement. Une motion de censure, elle est proposée par les opposants. L'opposition dépose une motion de censure à l'issue d'une loi en général d'un 49.3. Et ensuite, il y a un vote. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le vote de confiance existe et ce que demande Bayrou, c'est voter pour moi ou je m'en vais, ou je tombe. Donc, c'est ce qui va se passer. Les instituts de sondage internationaux disent qu'il y a 90% de chances que le gouvernement tombe. Moi, je veux vous dire, c'est du 100% dans l'état actuel de la situation. En faisant ça, Bayrou sait qu'il va tomber. Il le sait, mais en fait, il est sans solution, car il n'a pas du tout de réponse en fait, financière sérieuse. Est-ce qu'il est prêt à laisser le RN au pouvoir s'il y avait des élections anticipées?
En fait, la question, elle se pose comme ça. C'est le pire contexte pour qu'un parti arrive au pouvoir. Une situation financière très difficile, et vous arrivez au pouvoir comme outsider. C'est extrêmement casse-gueule. Mélanie s'en est pas trop mal sortie, mais c'était l'Italie. La situation actuelle en France est très difficile. Donc, imaginons que le Rassemblement national demain arrive au pouvoir, à l'issue d'élections législatives anticipées. Ben, il sera dans la merde, parce qu'il va vivre tout de suite une situation de crise et il ne pourra pas bénéficier de, comment dire, d'un temps d'expérimentation, entre guillemets. Et le problème, c'est qu'avec l'Union européenne actuelle, ils seront enchaînés dans plein de choses, mais ils seront enchaînés par le droit constitutionnel français. Etc. Donc, ils vont devoir faire un bras de fer avec le Conseil constitutionnel, ça va être très compliqué. Donc, en fait, c'est peut-être un piège de mettre le RN maintenant. Si le RN, là, dans quelques mois, arrive au pouvoir, à mon avis, ses chances pour le présidentiel sont mortes. Donc, que fallait-il faire? Marine Le Pen, au début, ne voulait pas voter cette motion de censure, elle ne voulait pas faire tomber le gouvernement, en fait, pour être précis. Pourquoi? Parce que d'abord, elle ne peut pas se représenter, donc elle sera exclue de l'Assemblée, ce qui va la fragiliser. Elle ne le veut pas. Mais il y a une telle pression aujourd'hui des adhérents, des sympathisants, que, en fait, s'ils ne font pas tomber le gouvernement, bah, ils vont les décevoir considérablement, il y aura des sanctions électorales derrière. Le problème aujourd'hui est là, c'est que le RN n'a pas le choix. Et le Parti socialiste est exactement dans la même situation. S'ils ne votent pas contre Bayrou, ils vont le payer cher. Et ils le savent. Donc, après avoir tergiversé, après avoir dit oui, on proposera un contre-projet ou faire économiser sur l'immigration, je ne sais pas comment, et sur l'Union européenne, ce qui n'est pas possible, finalement, ils ont remballé leur affaire et maintenant, Marine Le Pen a dit qu'elle voterait contre la confiance au gouvernement. Donc, dans cette affaire, c'est à peu près réglé. L'ensemble de la gauche va voter contre. Le RN va voter contre, ça fait quasiment 332. À cela vont se rajouter sans doute une partie des députés LIOT, ce truc un peu centriste et régionaliste, enfin des régions de France. Peut-être quelques hors groupe. Ils sont 11 députés aujourd'hui qui n'ont pas de rattachement à un groupe parlementaire, dont des ex-RN. Bon, c'est joué. Je ne vois pas comment le Parti socialiste pourrait sauver la peau de Bayrou aujourd'hui. De toute façon, ils l'ont annoncé, ils vont voter contre lui. Donc, il n'y aura pas plus que 210 ou 215 ou maximum 220 voix favorables. C'est là où les LR se plantent. Les LR auraient dû s'abstenir. Voter contre, je comprends. Les LR ne veulent pas le faire. Il y a Retailleau, etc. Mais il fallait s'abstenir. S'abstenir parce que, concrètement, soutenir le gouvernement actuel, qui est le plus bas dans les sondages depuis l'époque d'Éric Cresson, c'est suicidaire. Et je pense là que Retailleau va se casser les dents. Je pense que c'est une grosse faute stratégique des LR. Et le PS a cédé à sa base. Le PS a compris qu'il ne pouvait pas aller contre sa base. Donc les Verts, LFI, le PCF, le PS, le RN, l'UDR, donc Ciotti, vont voter massivement contre la confiance. Non pas neutre, non pas d'abstention, ils vont voter contre. Le gouvernement va tomber, ce qui va dynamiter l'affaire du 10 septembre. C'est peut-être un kamikaze, un coup de kamikaze que nous fait Bayrou. Peut-être que la peur du 10 septembre a obligé Bayrou à sortir du bois et se dire je fais tomber le gouvernement avant, comme ça on enraye tout. Parce que ce qui va se passer, c'est dès qu'on va avoir un gouvernement qui tombe, les motifs du 10 septembre s'évanouissent, puisqu'il n'y a plus la proposition Bayrou. Elle cesse d'exister avec lui comme Premier ministre. Et il va falloir attendre 3 semaines, un mois, à ce qu'il y ait un nouveau Premier ministre, à supposer que Macron ne dissolve pas à nouveau l'Assemblée. Il peut le faire maintenant. Et la pression va être maximale. D'ailleurs, le RN l'a demandé. Marine Le Pen a demandé la dissolution. Et je crois que Macron n'a pas trop le choix. Même Jean-François Copé, qui n'est pourtant pas quelqu'un d'extrêmement courageux, a dit qu'il faudrait que Macron démissionne avant la fin de son mandat. Il lui conseille de démissionner au moins 6 mois avant la fin de son mandat. C'est quand même très fort qu'un Copé, dont on sait qu'il manque de courage évident, en vienne à dire cela. Mais les sondages sont d'une dureté extrême. Il y a un rejet total du pouvoir, jusqu'à des rumeurs, comme par exemple le fait que des applaudissements pour Macron auraient été payés. Alors l'Élysée a démenti, mais l'information a circulé sur les réseaux sociaux. On est dans cette situation-là, les amis. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc oui, le gouvernement de Bayrou, le 8 septembre, va tomber. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et il est probable que Macron va galérer pour trouver un Premier ministre, parce que personne ne va vouloir aller au suicide. Retailleau n'acceptera pas d'être Premier ministre, ça me paraît évident. Et donc, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une dissolution. Et donc, je pense qu'il y aura une dissolution. Je ne peux pas m'en assurer, je ne suis pas à la tête de Macron.
Et le problème, c'est que Macron va perdre encore plus que la fois précédente, donc la pression pour sa démission va être encore plus forte. Là, il y a une demande de démission forcée par Mélenchon qui veut déposer une procédure tout simplement pour démettre Macron. Le 23 septembre, ça n'a aucune chance de réussir. Évidemment, il n'y a pas de faute structurelle de la part de Macron, il n'y a pas autre chose que de l'incompétence peut-être, mais ça ne va pas au-delà. Donc, voilà ce qui va s'annoncer. Alors, évidemment, ça va déstabiliser un petit peu l'économie, la bourse va un peu chuter, les taux d'intérêt d'un certain nombre de comptes en banque, etc., vont un peu baisser aussi. Bon, voilà. Alors, Barrot a menacé d'une France sous FMI. Bon, on en est quand même très loin. Tout ça, ce sont des menaces. Bayrou a expliqué que ça allait coûter très cher à la France s'il n'y avait pas de gouvernement pour un certain temps. La Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant je ne sais plus combien de mois et ça a marché. Je pense que ça va soulager tout le monde. Bayrou doit s'en aller. Voilà, ça suffit. Gouverner sans majorité à ce niveau-là, c'est problématique. Gouverner contre son propre peuple, puisqu'il n'a aucune légitimité aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Je crois que Bayrou est en train de démissionner à sa façon. Quand on est Premier ministre d'une situation de crise, on ne peut pas dire je m'en vais. Ça n'existe pas, parce que ça serait considéré comme une faute. Donc là, je pense qu'il prépare son départ par une motion de enfin, comment dire, par un vote contre lui, tout simplement. Et comme ça, il pourra dire, voyez, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je m'en vais. Mais je m'en vais parce que je suis contraint par les institutions. C'est une hypothèse. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui s'est mis dans la tête de Bayrou. Le drame de Bayrou, c'est qu'il n'a pas compris qu'il était en cohabitation, qu'il y avait un rapport de force à établir avec Macron. Et au lieu de tenir face à Macron, au lieu de tenir tête, il n'a pas cessé de céder. De céder, tout en laissant à Macron les bonnes choses. Macron s'occupe de l'international, voilà, pour faire n'importe quoi d'ailleurs, et il laisse la tendance générale collective du pays à Bayrou. Ce n'est pas le sens des institutions. Le sens des institutions, de toute façon, aurait amené normalement Macron à démissionner à l'issue de la défaite qui était la sienne. Mais Macron n'est pas De Gaulle. Et De Gaulle n'était pas sans défaut non plus. Voilà où nous en sommes exactement, les amis. La chute du gouvernement le 8 septembre est très vraisemblable. Ça va être très compliqué de mettre le gouvernement à la place. Il a déjà essayé Barnier. Là, il y a ces Bayrou. C'est toujours la même coalition, c'est toujours le même centre. À un moment donné, ça ne peut pas tenir 107 ans. Et quant au LR, eh bien, ils servent un petit peu de béquille à la Macronie. Ils le paieront dans les urnes. Mais pas en élection locale, parce que les élections locales, les partielles, etc., la droite est assez forte, elle a un maillage du terrain, le RN n'est pas bon dans ces ordres d'exercice. Mais en cas de campagne nationale, c'est-à-dire une élection législative comme la dernière fois, où là, il y a vraiment une dynamique nationale, ça peut faire très mal. Je ne suis pas sûr que Wauquiez était favorable à la position de Retailleau, mais c'est Retailleau qui avait gagné les primaires internes au LR. Voilà. Donc je pense qu'on va dans le mur, je vais vous dire honnêtement, les amis. Ils vont dans le mur et ça va faire très mal. Donc, nouvelle dissolution, peut-être, oui. Le vent du boulet pour Macron est de plus en plus près et il est de plus en plus détesté par les Français, il faut dire la vérité. Et ses positions ne sont pas comprises. Sa décision unilatérale, personnelle, de reconnaître par exemple un État de Palestine qui n'a même pas de structure étatique réelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce n'est pas compris du tout par, en tout cas, tous les acteurs politiques sérieux. Pour le peuple français, la question de la Palestine est hors sujet, car je crois qu'il n'en a essentiellement rien à faire, ce que je comprends parfaitement. Déjà, on maintient la maison en état avant de s'occuper de ce qui se passe chez les voisins. Alors enfin, autre sujet de géopolitique, d'actualité, la guerre Ukraine-Russie qui continue malheureusement, avec son lot de victimes tous les jours. Vous savez, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait deux camps qui soient favorables à la paix. Alors, qui est pour la paix? Les gens normaux sont pour la paix. On veut que cette guerre s'arrête. Tous les jours, il y a des enfants qui meurent. Mais ça ne sert à rien de dire qu'il faut la paix. Ça n'a pas les moyens de la mettre. Or, il y a quelqu'un qui veut la paix aujourd'hui. Plein de raisons, y compris d'ailleurs pour recevoir un Nobel de la paix. C'est Donald Trump. Donald Trump veut la paix. C'est clair. Mais pour qu'il l'obtienne, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui dise oui. Et là, la preuve est faite que c'est la Russie qui refuse la paix. Parce que Donald Trump a les moyens d'imposer à Zelensky des pertes territoriales. On peut dire à Zelensky, bon voilà, on a la paix qui va se mettre en place, tu as des territoires de tu n'as pas les moyens de récupérer,
La Crimée, une partie de Donbass, tu laisses tomber, ça ne sert à rien. En plus, c'est ruiné. De toute façon, c'est même pas vraiment ukrainien. Bien sûr, il y a beaucoup de morts derrière, qui sont morts malheureusement pour rien, comme dans toutes les guerres, comme en commençant par 14-18. Mais principe de réalité, voilà. Les territoires perdus, tu ne les reprendras pas. Par contre, les États-Unis s'engagent à protéger le reste. Et si la Russie réattaquait, là, ça serait déclaration de guerre aux États-Unis. Tout simplement. Là, ça arrêterait tout. Sauf que le problème, c'est que Poutine ne veut pas même de cette paix-là. On lui propose, tu gardes ce que tu as, ça ne suffit pas. Je pense que Poutine veut que la guerre continue. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est juste une façon de rester au pouvoir. Je crois que Poutine, en fait, il a une politique très simple. Comment je peux faire pour rester au pouvoir jusqu'à la mort? Point. La guerre, ça permet de tuer les oppositions, de magouiller à mort, de ne rendre compte à personne, etc. Poutine ne veut pas la paix. Donc, il n'y aura pas la paix. Zelensky la veut-elle? C'est même pas le sujet. Il n'est pas en moyen de discuter. C'est Trump qui dira à Zelensky ce qu'il faut dire. Point. Et Zelensky dira oui, monsieur Trump. Point. Ça s'arrêtera comme ça. Et on perdra 20% de territoire, et bien on perdra 20% de territoire. Et la paix reviendra, il y aura un traité, il y aura un accord. Mais Poutine n'en veut pas. Poutine continue de vouloir grappiller. Il ne veut pas la paix, il faut arrêter de se mentir. Pour qu'il y ait la paix, il faut 2 partisans de la paix, il n'y en a qu'un sur 2. Et celui qui ne veut pas la paix, c'est Vladimir Poutine. Point. C'est lui qui a lancé cette guerre et il ne veut pas l'arrêter. Que voulez-vous que je vous dise? J'aimerais qu'il pense autrement, mais c'est la réalité. Il maltraite les Arméniens, il a laissé les Arméniens perdre le Haut-Karabakh au profit de l'Azerbaïdjan, et là, maintenant, il les menace implicitement. Pourquoi? Parce que c'est Donald Trump qui a été présent pour faire signer la paix entre l'Azerbaïdjan d'Aliyev et l'Arménie de Pachinian. C'est Trump, c'est pas Poutine qui était là. Poutine l'a très mal pris, donc il en a contre les Arméniens et même contre les Azéris. Pour lui, c'est son espace politique. Il a qu'à réclamer Berlin-Est aussi. Donc le problème, il est là. L'impérialisme néo-soviétique, le mauvais nationalisme russe, puisqu'il combat le nationalisme russe, il a dit que le nationalisme russe amènerait au nazisme. C'est catastrophique. L'impérialisme russe est tout aussi vomitif que l'impérialisme français, l'impérialisme allemand ou l'impérialisme américain. Or, il est là. Non, la Russie de Poutine ne défend pas les intérêts de la Russie, c'est pas vrai. Il défend les intérêts d'une clique autour de lui, qui s'est enrichi considérablement sur le dos du peuple russe, comme les oligarques avant eux, certes. Poutine, c'est l'homme d'Eltsine, c'est celui qui a protégé la famille d'Eltsine jusqu'à présent de toute poursuite. C'est tout. Poutine prolonge Eltsine. Il n'en est pas l'antithèse du tout, contrairement à ce que croient certains, notamment sur l'Ouest France. Donc la paix en Ukraine, pour l'instant, non. Non, parce que Poutine ne veut pas de la paix. Point. Donc tant qu'il voudra la guerre durera. Basse intensité, haute intensité, moyenne intensité, il en décidera à chaque fois. Vous savez, Prigogine a tout dit là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit. Et la mort de Prigogine est déjà un aveu, déjà une preuve. Celui qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Je ne dis pas que c'était un symptôme, hein. Pas du tout, évidemment. Mais il a fait preuve de lucidité avant la mort, et c'est ce qu'il faut saluer, d'une manière ou d'une autre. Quant aux leçons du Royaume-Uni, d'abord, le Brexit a fait exploser les chiffres de l'immigration. 100 000 demandeurs d'asile au Royaume-Uni cette année. Donc, vous voyez, ils ne sont pas dans Schengen. Ils ne sont pas dans l'Union européenne et ils ont les mêmes problèmes que les autres. Donc, c'est que ça n'a aucun rapport, tout simplement. Starmer est aussi impopulaire que s'il avait été au pouvoir depuis 10 ans. D'ailleurs, Merz et les autres sont très impopulaires aussi. Il faut reconnaître aussi une chose, c'est que tous les gens qui ont été présents devant Trump sont impopulaires dans leur pays. Trump est populaire aux États-Unis, mais pas les gens en face de lui. Macron, Merz, Starmer et les autres, à part Mélanie, sont rejetés par leur peuple. Mélanie a une popularité réelle, c'est la seule. Donc, il y a d'énormes manifestations contre l'immigration. Avec des drapeaux britanniques ou des drapeaux anglais, écossais et gallois qui sont mis en avant, qui sont attachés partout, à qui on interdit parfois de le faire. Des Britanniques qui sont condamnés pour des déclarations ridicules, du style « j'aime le bacon », hop, on vous arrête. On est dans le délire face à des zones de non-droit islamiques, quasiment. On est dans une situation catastrophique. Et alors, Nigel Farage, qui est un opportuniste complet, a retourné sa veste et dit qu'il maintenant il faut organiser des remigrations de masse. Massive deportation, en anglais. Après avoir dit le contraire. Mais il dit n'importe quoi. C'est-à-dire, Nigel Farage, demain, il est au pouvoir, il ne fera rien. Mais là, il a compris que la colère populaire était là, donc il essaie de l'utiliser. Sans sincérité, évidemment. Il y a un rejet en Irlande, au Royaume-Uni et de plus en plus dans toute l'Europe de l'immigration massive extra-européenne. Les gens ne veulent pas et on leur impose.
Et les demandeurs d'asile, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est déjà l'immigration légale qu'il faudrait condamner, au-delà même de l'immigration illégale. Donc les leçons, c'est quoi? C'est que c'est catastrophique au Royaume-Uni, que la France est partie dans le même schéma. Et que si on ne veut pas que ce soit comme ça, il va falloir se bouger rapidement. De toute façon, l'Europe guérira la France et le Royaume-Uni ou mourra. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais passer à une thématique maintenant, et désormais il y aura des thématiques, ce que j'appelle des rappels essentiels. C'est la question de la nationalité. Donc, je défends, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, le principe du droit du sang ou d'ascendance est européen, celui né de deux parents européens, évidemment remontant à une date, de convergence adaptée pour revenir en arrière des flux migratoires extra-européens que nous avons subis. Bon. La nation, c'est quoi? La racine indo-européenne gen, qui a donné génos, génétique et autres, est claire. La nation regroupe ceux de même souche, de même naissance, de même lignée, de même race, etc. C'est clair. Et c'est le cas des Européens qui se ressemblent profondément, donc l'Europe est une nation. C'est une nation qui n'a pas l'unité linguistique, c'est vrai, même si la plupart des Européens parlent une langue indo-européenne, ce qui est une forme d'unité malgré tout, mais on n'a pas besoin d'une Europe jacobine. La nation jacobine, c'est justement une nation qui détruit sa propre identité, l'identité bretonne, l'identité alsacienne, les patois, les dialectes, etc. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc la nation regroupe ceux de même naissance. Ce n'est ni un choix, ni une volonté de vivre ensemble, ni un cadre étatique, ni quoi que ce soit. Toutes ces foutaises viennent notamment de mauvais lecteurs d'Ernest Renan. Alors je vais décrire rapidement qui est Ernest Renan. Ernest Renan va écrire un texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» autour de 1880. C'est un texte qui a été commandé par le pouvoir, c'est un texte donc de circonstance. On demande à Renan d'expliquer que les Alsaciens sont français et pas allemands. Sur un plan ethnique, les Alsaciens sont allemands. Donc il faut aller contre l'ethnique pour dire qu'ils sont français. C'est ça le problème. Donc il dit globalement, Renan, quoi? Que bien que de race germanique, le terme de race est totalement anachronique aujourd'hui, ils sont français. C'est pourtant une France celtique. Ils sont français parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le sentent comme tel. Donc on ouvre la porte à l'idée que des gens qui ne seraient pas gaulois peuvent être français. Évidemment, Renan, il est quoi d'autre? Antisémite, il a écrit sur l'infériorité des peuples sémitiques, arianiste, il est spécialiste des Indo-Européens, il est polygéniste, il ne croit pas à l'unité du genre humain, il ne croit pas que les Noirs et les Blancs viennent de mêmes ancêtres. Il est fédéraliste européen, par ailleurs, parce qu'il pense que la solution pour récupérer l'Alsace se passe en fait dans l'Union européenne. Donc ça n'a rien à voir avec un nationaliste français ou un souverainiste. Il y a ce texte-là qui juste dit les Alsaciens sont français même s'ils sont allemands. C'est ça qu'il dit. Mais c'est des Européens, on s'en moque. Les Bretons sont-ils plus proches des Alsaciens que des Gallois? Probablement plus proches des Gallois. Et alors? Nous sommes entre Européens. Donc, c'est pas parce que Renan a dit que des Blancs d'Europe pouvaient être français, même s'ils ne sont pas français, que ça ouvre la porte à l'Afrique tout entière. Vous voyez? Le mensonge, il est là. Ernest Renan, aujourd'hui, serait passible de poursuite pénale pour un certain nombre de ses écrits. Donc, ceux qui se revendiquent de Renan, j'ai envie de leur dire, ah bon, vous revendiquez de Renan? Vous assumez Renan? Réellement? Vous avez tout lu de Renan? Ah, finalement, vous êtes peut-être moins favorable à Renan. Oui, il n'y a que Renan de ce texte-là qui vous plaît. Oui, un auteur, on le prend dans son œuvre entière, on ne le prend pas en sélectionnant ce qui nous plaît. Ah, finalement, Renan, ça vous plaît moins. Hein. Ah, c'est bizarre. Hein. Voilà. Donc, la nation est ethnique. Ethnos en grec, ça veut dire nation. Alors, vous savez qu'ethnos, c'est l'éthos nos, c'est-à-dire l'éthos, c'est la tradition, la coutume, les mêmes mœurs, en fait. Une nation, c'est ce qui regroupe les gens de mêmes mœurs. Ça reste valable. L'excision, ce n'est pas spécialement gaulois. Mais c'est un peu insuffisant. Donc, la nation, la tribu, la teuta gauloise, indo-européenne, la nation, c'est l'unité de gens de même souche. Voilà. De même naissance, de même origine. Les Européens se ressemblent, c'est parce qu'ils ont la même origine. Donc, ils forment une nation. Oui, mais il y a des Européens en dehors d'Europe. D'accord. Il y a des Européens en dehors d'Europe. Eh bien, ce sont des Européens en dehors d'Europe, tout simplement. Ce n'est pas des bêtes bizarres. Les Européens ont envoyé des colons en Amérique, en Océanie notamment. C'est pas grave. Les Grecs anciens aussi ont installé des colons un peu partout. À Cyrène, en Libye, c'était des Grecs. À Marseille, Massalia, c'était des Grecs. Et alors? Personne n'avait dit à l'époque, c'est pas des Grecs qui sont partis. Non. Ce qui va m'amener, évidemment, à dénoncer le pseudo-patriotisme constitutionnel d'un Jürgen Habermas, qui n'est pas mieux que la version française. Parce qu'on dit, oui, le nationalisme français, c'est pas le nationalisme allemand, la nation
la nation version française, pas la nation version allemande. Ah bon? Jürgen Habermas est pourtant totalement sur l'idée de l'Allemagne comme une nation d'adhésion. Donc, il est français. Il n'y a pas de conception française ou allemande de la nation. Il y a la nation, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Et après, ceux qui essaient d'arguster pour dire que la nation, oui, finalement, c'est autre chose pour accepter les millions d'Africains, par exemple, en disant c'est ça la nation. Non, la nation, c'est pas ça. Les souverainistes vous expliquent que les Européens sont trop différents entre eux, on ne peut pas finir alors que nous ressemblons pourtant. Mais par contre, Mayotte, l'Outre, etc., c'est la France comme Paris et comme l'Alsace et comme la Bretagne. Et l'Afrique occidentale française, et l'Afrique occidentale française, et l'Algérie, et Madagascar, et le Congo, tout ça, c'est la France aussi. Non, on a estimé que ça n'était pas. Pourquoi on s'arrête en si bon chemin? Pourquoi on dit le Gabon peut être indépendant, la Guinée peut être indépendante, et puis pas Mayotte? Il y a un problème. Quelle est la différence? Je ne la vois pas, moi. Ça ne paraît pas évident. C'est juste l'administration qui a décidé d'autre chose. Alors, dernière rubrique, chers amis. Vous voyez que j'essaie de faire les choses de manière relativement courte. 45 minutes, 1 heure, c'est un timing maximum. Je vais prendre un peu de temps pour la dernière partie, puis après, je prendrai vos questions. Mémoire historique. Alors, les guerres médiques et l'unité avortée de la Grèce classique. Thème que je connais bien, évidemment, en tant qu'historien d'Antiquité. J'en ai beaucoup parlé. Je vais le revoir, ce thème, un petit peu à ma façon, en étant le plus objectif possible. Il faut bien comprendre que l'unité de la Grèce, elle est prônée, par exemple, par un Isocrate au IVe siècle, qui, à force de déception à cause d'Athènes et de Sparte incapables de s'unir, va fantasmer un peu sur la Macédoine de Philippe, espérant qu'elle fasse l'unité des Grecs, entre guillemets, contre eux, puisque les Grecs sont incapables de la faire sans elle. Au départ, il y a donc les guerres médiques. Alors, ça vient d'où? On remonte un peu dans le temps. Soyons objectifs. Ne soyons pas, sur un point de vue purement pro-grec et anti-iranien. Regardons les faits. À l'origine, le problème, c'est qu'il y a des colons grecs qui sont installés tout le long de la Méditerranée, notamment sur toute l'ouest de l'Asie mineure, tout simplement. Il y a donc de villes célèbres. Hein. Homère lui-même est originaire de ces villes. Donc, vous avez Smyrne, vous avez Éphèse, vous avez Lycarnasse. Voilà, vous avez des grandes villes, vous avez l'histoire de Troie, Hisarlik en turc aujourd'hui, mais la ville de Troie. Donc vous avez des colons grecs. Ces colons vivent en démocratie, plus ou moins, parce que le pouvoir perse leur fout la paix. Je les laisse en démocratie parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus calmes. Le pouvoir perse de Darius possède la Thrace. La Macédoine est un royaume vassalisé, à l'époque par les Perses. Les Perses sont des alliés en Grèce, comme Thèbes. Et en fait, c'est une agression athénienne qui va tout changer. C'est que les Athéniens vont soutenir des révoltes ioniennes, donc de gens de même ethnie, du côté de l'Asie mineure. Ils vont incendier la capitale de la satrapie d'Asie mineure, donc du royaume perse, c'est-à-dire la ville de Sardes, qui va être incendiée. Et évidemment, ils mettent le bazar. Donc le pouvoir perse se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais les calmer. Et donc Darius va envoyer un corps expéditionnaire, relativement petit quand même, pour calmer les Athéniens en disant, bon, vous arrêtez vos conneries maintenant. Donc, en fait, ce n'est pas du tout une volonté d'envahir la Grèce, de conquérir la Grèce, ce n'est pas du tout ce que fait Darius. Il veut punir ceux qui ont brûlé Sardes, c'est-à-dire essentiellement les habitants de Lébé, les habitants d'Érétrie et de Chalcis, dont les villes vont être ravagées par l'armée perse, et Athènes. C'est Athènes qui cible. Alors bien sûr, Athènes demande l'aide des Spartiates, qui tergiversent en disant qu'il y a des fêtes d'Apollo Carnéos qui font qu'ils ne peuvent pas venir, etc. Les Spartiates se disent en même temps, si les Athéniens gagnent face à l'Empire perse, on va passer pour des losers. Donc ils commencent à envoyer leur corps expéditionnaire. Manque de bol, la bataille est déjà gagnée par les Athéniens seuls, la bataille de Marathon. Athènes, seule, a gagné. Les Spartiates se disent, mince, la gloire pour les Athéniens, nous on n'a rien. On est arrivé trop tard sur le champ de bataille. Alors évidemment, ça travaille les Spartiates, ça. Ils se disent, on passe pour des losers. Donc, du côté perse, Darius n'est pas très content, ça le travaille, et Xerxès, son fils, il va se dire, bon, je vais venger mon père là-dessus, on va écraser définitivement les Grecs, on ne peut pas laisser cet affront passer, et là, par contre, effectivement, Xerxès, sans doute, veut vraiment conquérir la Grèce ou la mater définitivement. Donc, il met en place un corps expéditionnaire extrêmement important, on parle d'1 million d'hommes, c'est probablement plutôt 200 000, ça reste considérable. Alors, évidemment, c'est une armée disparate, vous avez des peuples de tout l'Empire, et vous avez beaucoup de Grecs, parce que les gens oublient cela, mais il y avait beaucoup de Grecs dans l'armée de Xerxès. D'abord, des Grecs, des villes occupées, c'est-à-dire de l'Asie mineure, d'où la fameuse Artémise, qui est du côté perse, non pas parce que, comme dans le film 300, elle aurait été violée par des Grecs, pas du tout, mais simplement parce qu'elle est une cité qui dépend des Perses. Ensuite, il y a des peuples grecs qui n'ont pas de moyens de défense contre les
Perses, les Thessaliens, ils sont au nord, les Thessaliens. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien pour les protéger. Donc les Thessaliens vont se soumettre aux Perses. Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'Athènes et Sparte vont dire non. Mais la Thessalie va dire oui. La Macédoine, du grand Alexandre le Grand, va dire oui. Les Thraces vont dire oui. Les cités grecques d'Asie mineure vont dire oui. Qui s'oppose? C'est même pas toute la Grèce. C'est le Péloponnèse, c'est-à-dire le cœur ethnique de la Grèce la plus forte, et Athènes, et Corinthe à la marge. Thèbes, ils sont pour les Perses. Ça ne s'invente pas. Hein. Donc c'est Athènes et Sparte qui vont décider de l'avenir des Grecs. Et là, ils sont d'accord. Ils vont travailler de concert. Et là, les Argiens, les Corinthiens, les différents Péloponnésiens viennent tous en renfort. Presque tous sont là. Il n'y a pas que des Spartiates. Il y a 500 otages thébains. Pour être sûr que Thèbes ne fasse pas un coup de traître dans le dos de tout le monde, il y a 500 otages. Des jeunes guerriers de l'aristocratie de Thèbes qui ont fait leurs études à Sparte ou à Athènes et qui sont prisonniers. Pour tenir Thèbes en disant, si vous jouez la carte des Perses, c'est-à-dire vous trahissez plutôt que de rester neutre, on va les punir. Donc Thèbes va rester neutre alors qu'ils sont pour les Perses. Donc vous voyez, ce n'est pas l'unité de la Grèce, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup de Grecs sont dans l'armée perse et même certains qui n'y sont pas sont favorables aux Perses. Alors Athènes va gagner avec Sparte. Mais ça va être compliqué. D'abord, la stratégie de Léonidas. Évidemment, Léonidas n'a même pas le soutien de toute la ville de Sparte. Certains lui font des tracasseries, probablement corrompus effectivement par leurs Perses. Léonidas y va. Et il regroupe avec lui beaucoup de Péloponnésiens. Et ils ont une stratégie, tenir les portes chaudes, donc les thermopyles, c'est-à-dire on va dire un goulot d'étranglement par lequel l'armée perse va essayer de passer et va se prendre une branlée. L'armée de Mussolini, d'ailleurs, va connaître un peu de problèmes là aussi, bien des siècles après. Mais ils sont trahis, effectivement. Le fameux Éphialtès révèle qu'il y a un sentier de contournement. À partir de là, Léonidas est informé de la trahison et il sait qu'ils ne vont pas pouvoir gagner. Au départ, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas la volonté de se sacrifier tout de suite. C'est on va tenir autant que c'est possible et peut-être qu'on va gagner. À partir du moment où ils sont trahis, évidemment, la défaite est certaine au niveau des Thermopyles. Donc il faut combattre et jouer le sacrifice. 3000 Grecs vont mourir. 500 Spartiates à peu près, c'est vrai. 300 à 500 Spartiates, on parle des 300, mais c'est un chiffre mythologique. Les 500 Thébains vont accepter de se battre. On va dire, les Thébains, ils sont prisonniers, on va les libérer de leur engagement. Ils rentrent chez eux. Eh bien, les Thébains, qui ont vu le combat courageux des autres Grecs, sont animés par cet idéal-là. Ils ont vu l'héroïsme, ils veulent en faire partie. Eh bien, ces 500 Thébains vont rendre hommage à leur cité en trahissant leur cité, c'est-à-dire en défendant la Grèce. Ils vont faire ce que le pouvoir de Thèbes ne fait pas, se battre avec les autres Grecs. Ces 500 Thébains sont des héros, et ils vont mourir tous, comme les 300 Spartiates. Et plus de 2300 Mantinéens, Argiens et autres du Péloponnèse vont mourir. C'est 3000 morts, c'est pas 300. C'est pas juste Léonidas et ses 299 bonhommes, cuivrés et bodybuildés de 300. Non, c'est 3000 Grecs qui vont mourir. Ils savent que le combat est perdu d'avance, mais ils vont ralentir l'ennemi. Évidemment, ils envoient des émissaires à Athènes pour dire attention, là, vous êtes sans défense. Puisqu'en fait, une fois que le goulot d'étranglement des Thermopyles saute, il n'y a plus toute frontière pour arriver jusqu'à Athènes. Et la ville d'Athènes est évacuée. Les femmes, les vieillards, les enfants fuient, vont vers le sud. Ils sont accueillis notamment par les Corinthiens et par quelques autres îles et autres. Évacuation de toute la population. La ville d'Athènes devient ville libre. Et tous les hommes en état de se battre sont réquisitionnés, évidemment. Donc, Xerxès arrive, il a vaincu Léonidas, qu'il a décapité, mis sa tête sous une pique. Il n'a plus d'adversaire en face de lui, il incendie Athènes. Alexandre le Grand lui fera payer en incendiant Persépolis. Mais pour Xerxès, c'est venger Sardes. Incendie d'Athènes. Il faudra reconstruire la statue d'Athéna, il faudra reconstruire le Parthénon, etc. C'est Périclès, c'est Phidias qui vont s'y coller. Sans doute faire mieux que ce qu'il y avait avant. Bon. Alors évidemment, après, toute la flotte, elle est là. Général spartiate Pausanias et Thémistocle et l'armée grecque athénienne. Ils sont tous là en bateau et ils attendent la flotte immense de Xerxès qui va passer par Salamine. Et là, la flotte grecque, beaucoup plus mobile, beaucoup plus efficace, écrabouille la flotte perse, devant les yeux ébahis de Xerxès, qui, fou de colère, s'en va. Mais tout un contingent perse physique est toujours sur place. Il est toujours dans la plaine de l'Attique, à occuper le territoire. C'est-à-dire que les Athéniens ne vont pas pouvoir récupérer leur pays tout de suite. La cité ne va pas être récupérée tout de suite. Il va falloir presque un an pour la récupérer totalement.
En fait, Xerxès, il est fâché par la défaite de Salamine, mais il n'y voit pas une menace existentielle. Sauf que la flotte grecque, une fois qu'elle a gagné à Salamine, elle va couler la flotte perse au Cap Michal. C'est-à-dire, OK, on a gagné là, mais on va leur faire un petit coucou. Attaque non prévue, Cap Michal, toute la flotte perse est coulée. Les Phéniciens étaient ceux qui avaient bâti les bateaux, je précise. La flotte perse était essentiellement fabriquée par les Phéniciens. Donc la flotte est coulée, il n'y a plus de flotte iranienne, c'est terminé. L'Empire perse n'a plus de flotte. Mais il y a l'armée d'occupation près de Platée, qui est là avec un chef de guerre, Mardonios, je crois, donc un chef de guerre iranien, et qui occupe la zone, et qui se ravitaille sur place, évidemment, bien entendu. Alors là, les Athéniens, les Spartiates et tout ce qui est encore en état de se battre du Péloponnèse se rassemblent. Plus de 30 000 Grecs, 10 000 Spartiates parmi eux, une armée déterminée à se battre pour sa terre, pour son sang. C'est la branlée. Les soldats perses sont écrabouillés, massacrés. Il n'y aura pas quasiment de survivants, pas de fuite, rien du tout. De toute façon, ils sont coincés. Voilà. Les Platéens qui habitent à côté se joignent aux Athéniens. On leur donnera d'ailleurs la citoyenneté athénienne d'honneur par hommage à cela. Les Grecs, unis, pas tous, mais une partie, ont gagné. Que faire de cette victoire? Est-ce qu'il est temps de faire l'unité de la Grèce? Après tout, ils ont les mêmes dieux, les Grecs. Ils ont des langues apparentées, des sanctuaires apparentés, les Jeux olympiques en commun, etc. Et ils se sont battus avec l'effort commun face aux Perses. Il fallait faire l'unité de la Grèce juste après. Mais les Athéniens ont eu la grosse tête. Ils ont créé leur sorte d'empire maritime, assujettissant plein d'îles grecques. Ils se sont mis à dos toutes sortes de peuples qui ont joué la carte spartiate. Alors Sparte va vaincre Athènes, raser les longs murs, et puis Sparte va être écrasée par Thèbes. À l'arrivée, les guerres du Péloponnèse, l'équivalent de 14-18 à 39-45. Les Macédoniens vont écraser Thèbes, raser la ville. Voilà la récompense. Donc la division grecque a amené la victoire macédonienne. Bien sûr, certains nous expliqueront que les Macédoniens étaient des sortes de Grecs, et donc d'une certaine manière, Philippe a unifié la Grèce, comme le voulait Isocrate, et a fait le travail que les Grecs n'avaient pas su faire. Philippe peut-être, mais il est assassiné. Alexandre, c'est le rêve oriental, comme l'avait écrit Benoît Méchain. Mauvais élève d'Aristote. Aristote considère que les Grecs sont supérieurs aux Orientaux, mais Alexandre les met à égalité. Il organise des mariages interethniques entre des soldats et princes gréco-macédoniens et des femmes iraniennes. Une fois qu'il est mort, tout le monde divorce. Alexandre était un mondialiste. La conquête, l'impérialisme amènent toujours au même résultat. Si vous acceptez de considérer comme concitoyens des gens qui ne sont pas de votre souche, qui ne sont pas de votre ethnie, alors vous rentrez dans l'engrenage que la France connaît bien. On a commencé par donner la nationalité française aux habitants de l'outre-mer. On a fini par la donner aux Algériens en 1946. Et maintenant, on le donne au monde entier. Évidemment que c'est ça. Lorsque la France a aboli l'esclavage en 1948, elle n'aurait jamais dû donner la nationalité française aux habitants, elle aurait dû leur donner l'indépendance. C'est comme ça qu'on commence. Vous avez des dates clés. En 1889, on donne la nationalité française à tous les gens qui naissent en France. Et là, on pense à des Italiens, des Espagnols, des Polonais. Parce qu'il n'y avait que ça en France métropolitaine. Ne réfléchit pas à 50 ou 100 ans plus tard. Voilà. Donc, la réalité, c'est que bien sûr, les guerres médiques, c'est l'héroïsme des Grecs face à l'Empire perse, mais ce n'est pas seulement cela. Il y avait des Grecs traîtres, il y avait des Grecs dans le camp adverse, beaucoup, plus peut-être même que dans le camp grec au sens strict. Il y avait ceux qui étaient accusés de médiser, c'est-à-dire de partir des Mèdes, des Perses. Voilà. Mais Athènes et Sparte avaient fait le travail. Le problème, c'est que leurs institutions étaient très différentes et qu'ils ont été incapables de s'harmoniser. Et ils ont préféré s'affronter que s'harmoniser. Le modèle athénien était sans doute plus stable et plus fiable que le modèle spartiate, parce que le modèle spartiate est un modèle extrêmement guerrier, extrêmement élitiste, mais assez difficile à tenir sur le long terme. Trop d'exigences tue l'exigence. Ce n'était pas un modèle exportable, alors que le modèle athénien était parfaitement exportable, même jusqu'à notre époque. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose sur les ruines de Sparte. Il y a encore de belles ruines d'Athènes. Athènes a laissé de nombreux écrivains. Qu'a laissé Sparte? Les magnifiques textes de Tyrtée, bien sûr, certes, mais quoi d'autre? Comme me cite un grand philosophe spartiate, comme me cite un grand poète spartiate. Je n'en connais pas. Ils existaient peut-être, mais j'en ai aucune connaissance.
Périclès ou Lycurgue? Périclès. C'est le siècle de Périclès, c'est pas le siècle de Léonidas, malgré son courage et sa mort héroïque. L'histoire a tranché. Athènes a gagné, Sparte a perdu, et l'arrivée à Athènes et Sparte ont quand même perdu au final, puisque ce sont devenus des cités soumises, d'abord aux Macédoniens, puis aux Romains, puis aux Turcs, et seulement après, à nouveau aux Grecs. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques années, Sparte et Athènes ont signé un accord pour mettre fin aux guerres entre les deux cités. C'était il y a quelques années. Les deux cités ont signé un accord vers 2300 ans plus tard pour dire on officialise la fin de la guerre entre Athènes et Sparte. Il était peut-être temps. Je rigole, mais c'est très fort symbolique. Voilà. La Grèce est unie, oui, mais depuis 1830, et non sans souffrance, non sans douleur. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure ce salon. Et j'arrête à ce stade l'enregistrement qui sera rediffusé par notre camarade certainement en charge de tout ça sur YouTube et qui sera disponible tout à l'heure ici même.